Yaorana, Yaorana, et bienvenue dans ce podcast dédié à la transmission des savoirs sacrés. Aujourd'hui, on parle du bélier, le courageux, le fougueux, l'audacieux, mais aussi l'identité, la blessure d'incarnation, celui qui prend cher parce qu'il va chercher le feu. On va en parler, on va parler de son caractère, de la mythologie qui entoure le bélier, notamment avec le personnage de Mars, de Thor, de Hachiman, de Odin avec Thor. On va aussi parler de ses ombres et de ce qui nous apprend au niveau énergétique. Et on va parler d'un savoir sacré autour du feu et notamment du temple du feu à Téhéran, qui va nous permettre de rentrer dans la religion, la spiritualité, l'approche de Zarathustra, le zoroastrisme. Je ne suis pas sûre d'avoir réussi à bien le dire. Merci d'être là, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez, je m'appelle Céline, je suis l'hôte de cette chaîne. Je suis convaincue que si nous reprenions le chemin de l'école sacrée, l'école ancestrale, où nous apprenions à méditer, à rêver, à créer des messages symboliques, à interpréter les signes, créer de l'hermétisme, à passer une partie de notre vie à maîtriser un art comme naviguer, cultiver la terre, utiliser les éléments pour créer de la valeur ajoutée, raconter des histoires, nous pourrions mieux être en lien et changer le monde. Sachez que je suis hôte de cette chaîne avec mon chat qui est sur mes genoux au moment où je vous parle, donc elle nous envoie ses ronrons. Je vous remercie vraiment pour vos abonnements, vos likes. La chaîne monte petit à petit, les vues aussi. C'est l'apprentissage de la patience, mais surtout de la lumière et de la conviction d'être guide. Ce que je sais, et vraiment je remercie parce que je me sens de mieux en mieux depuis que j'ai commencé. Et c'est la première fois où je me sens de mieux en mieux depuis que j'ai commencé. Après, c'est aussi la première fois où je mets cette rigueur sur cette chaîne et où je m'engage au quotidien à faire une vidéo. Alors, je l'ai annoncé, à partir du mois de septembre, ça ralentira, parce que c'est aussi une autre étape énergétique. En parlant d'étape énergétique, je vous invite vraiment à écouter ce que j'ai publié sur l'éclipse qui arrive. J'ai eu le message que je referais une vidéo à nouveau spéciale le jour de l'éclipse. J'espère que je serai dans l'alignement de ce que le petit chat se réveille, de ce que j'ai envie de vous apporter, c'est-à-dire aussi des messages avec de l'humour. Allez, voilà, on a à peu près tout dit. Ah non, j'ai oublié de dire, cette transmission est dans le cadre alors de deux, on va dire, transmissions. La première, l'Emanuiti, la certification Manuiti. En fait, c'est un accompagnement à la fois personnalisé et de groupe pour éveiller ses perceptions, pratiquer les harmonies et les énergies en harmonie. C'est mignon. Et c'est aussi dans le cadre de présence. Donc le site, mais bien plus qu'un site, c'est une communauté, une école sacrée. Donc cercledeprésence.com. Je vous invite à y faire un tour, si vous pouvez, à vous enregistrer, à la newsletter. Voilà, c'est 9 € par mois. Ça va vraiment commencer au mois de septembre. J'ai un doute pour savoir si on l'a pas mis à 9,90, vous savez, comme dans le marketing, quoi. Et ça permet d'avoir accès à la météo énergétique et à un soin. Je crois qu'à 46, on propose un accompagnement un petit peu plus poussé avec la météo des énergies et aussi l'aspect méditation, l'aspect corps. Il y a une troisième formule à 111, et là c'est vraiment beaucoup plus individualisé et c'est un programme qui permet de maintenir ces énergies au quotidien. Voilà, c'est pareil, c'est la première fois que j'en parle et petit à petit je prends le pli. Donc merci d'écouter. Allez, sur ce, on arrête là, on y va, le chat est parti, on va pouvoir parler du bélier. Je sais pas si ça lui faisait peur de parler du bélier. Elle a un côté bélier, vous savez, elle a un côté combatif. Je dis toujours Rocky Balboa, l'uppercut du bélier. Le bélier est le maître,
le propriétaire de la maison 1. C'est notre première maison en tant qu'humain. Il nous apprend l'identité, il nous apprend l'énergie de combat, il nous apprend la direction avec ses deux cornes. Il est gouverné par la planète Mars, ce qui lui rend un aspect guerrier, mais il est là pour faire la guerre, ce qu'on appelle la guerre juste, défendre des valeurs du bien et nous enseigner, plus ou moins, pourquoi on vient sur Terre. C'est dire. Donc le bélier, en tant que profil astrologique, je fais une parenthèse, sachez que j'ai déjà refait un enregistrement pour le bélier, ça n'a pas fonctionné. Et j'avais aussi mis de côté plein de capsules, toutes ces capsules coupées que je fais pour mon Insta. J'ai tout effacé sans m'en apercevoir. Check. Donc bon, allez, on y va pour le bélier. Alors le bélier est un caractère, on dit souvent du bélier qu'il est, voilà, il est courageux. C'est vraiment une des spécificités du bélier. Il est combatif, il est audacieux, il est fougueux. On va aussi dire du caractère du bélier qu'il est passionné. C'est quelqu'un qui porte la passion de la vie. Et ce qui va vraiment ancrer ce caractère, pour moi, c'est l'histoire de Prométhée. Pour moi, parler de Prométhée, c'est parler du bélier. Et c'est parler de notre premier enseignement à travers cette maison et ce signe du bélier. Le bélier, en tant que premier signe, nous parle à la fois donc de la quête d'unité, le 1. Je suis en recherche de la réunion de qui je suis et des parts de qui je suis, sachant qu'en fait, je ne suis même pas incarnée quand je suis bélier. Donc, comment me mettre dans mon unité avant même que je sache qui je suis? C'est le côté compatible du bélier, qui va le rendre très instinctif. En fonction des placements que l'on a en bélier, on peut vraiment avoir une manière très instinctive de faire les choses et d'être guidé par le corps, par l'instinct, mais pas par la conscience spirituelle éveillée. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller regarder les signes, les synchronicités, les messages, on ne va pas aller méditer quand on est bélier. On va faire les choses et en fait, on va les faire de manière inspirée sans s'en apercevoir. Alors bien sûr, ça va varier en fonction de nos placements. Par exemple, un bélier en maison 8 va vraiment avoir ces caractéristiques-là. Un bélier en maison 12 peut aussi avoir ces caractéristiques-là. La difficulté d'un bélier en maison 12, c'est que contrairement à la maison 8, qui est la maison du guide et de la résurrection avec le scorpion, c'est que ça peut le rendre aussi un peu confus et ça va aller contre sa combativité. Bon, je ferai des capsules spéciales, signe par signe, je pense à un moment ou à un autre. Ce qui est important, c'est à travers ce feu de Prométhée, alors pour juste rappeler rapidement, ceux qui connaissent déjà, voilà, je rappelle pour ceux qui découvrent, le mythe de Prométhée. Pour moi, le mythe de Prométhée, alors c'est pas la mythologie, mais je vais vous l'apporter comme ça, l'amener comme ça. Je vous l'apporte, énergie, et je vous l'amène. C'est un peu comme une énergie de premier homme, Prométhée. C'est pas le cas, hein. Si on voit toute la mythologie, tout ce qu'elle nous raconte, Prométhée n'est pas le premier homme. Mais c'est cette énergie, il amène l'énergie du premier homme, parce qu'en fait, il va décider d'aller dérober le feu des dieux. Il va utiliser la ruse, donc ce qui est intéressant aussi sur comment s'intégrer dans la vie et comment c'est important d'avoir cette notion du renard, de la ruse, et on va en reparler avec le zoroastrisme. Et ce qui est beau dans l'image de Prométhée, c'est son succès à prendre le feu divin. Et bien sûr, il va déchaîner la colère, notamment de Zeus, qui va le punir. Et comment Zeus le punit? Il envoie une femme pour son frère, Épiméthée, qui n'est autre que Pandore. Et Pandore nous enseigne en fait la tentation. Toujours les femmes, hein, elles sont dans la tentation. En tout cas, elle ouvre la fameuse boîte, alors qui est une boîte ou qui est... Ah zut, c'est un autre nom, c'est pas grave. Et qui bien sûr contient dedans les maux de la terre. Et donc ça va mettre Prométhée, ça va être un petit peu pas cool pour lui, quoi, et ça va être un peu pas cool pour les humains. Bon, en fait, ce qu'elle nous offre là-dedans, Pandore, c'est notre capacité à s'incarner et à comprendre notre condition humaine. Et c'est sûr que le bélier, son chemin énergétique, son chemin d'apprentissage, c'est de comprendre son incarnation, de comprendre son identité, de comprendre son choix d'incarnation.
et donc de comprendre aussi les limites de sa condition humaine. Sinon, il va aller dans ses défauts qui sont l'entêtement, l'impulsivité, la colère, une forme d'autoritarisme qui va le mettre en complémentarité avec un signe avec lequel je trouve il s'entend très bien, qui est le taureau. Et ce sont ces deux premiers signes qui sont vraiment des signes porteurs de l'incarnation et des premières formes d'incarnation. Et donc le bélier, dans ce caractère-là, ça va lui donner énormément de vie, énormément d'envie de vie, mais aussi beaucoup d'instabilité et de quête qui peut le rendre très malheureux. Très, voilà, peut-être pas coupable, parce que ça serait une manière judéo-chrétienne de voir les choses, mais en tout cas en questionnement et en incompréhension de la naissance et de son incarnation. Parce qu'en fait, ils volent le feu pour les hommes et finalement, ça se retourne contre l'humanité avec l'ensemble des maux que lui envoient les dieux. Mais c'est pas contre lui qu'on lui envoie tous ces maux, c'est juste pour faire réaliser les limites de son incarnation humaine et réaliser que il est mortel, peut-être contrairement aux dieux, donc voilà, de dépasser cette blessure d'incarnation, donc de prendre la chair, de prendre chair, je dis souvent, et en fait, prendre cher, c'est accepter qu'on a une limite, une enveloppe charnelle, une enveloppe voilà, de peau qui va limiter notre existence et qui va nous séparer. Et que c'est une bonne chose, c'est ce qu'on est venu vivre. Et une fois qu'on pouvait comprendre cette enveloppe de chair, cette limitation par la chair, par la peau, par l'os, par le sang, par les cellules, on va pouvoir évoluer vers la véritable leçon que vient apprendre un axe en bélier. Je rappelle, pour moi, c'est très important de comprendre que nous sommes toujours à minimum 2 signes, parce qu'on est toujours en axe, donc quel que soit notre signe, et donc le bélier, lui, est en axe avec le balance, il va vers la balance. Et on est aussi, pour moi, toujours plus ou moins 4 signes, et ce n'est pas les signes solaires, ascendant, lune. Pour moi, on est des signes en fonction de nos maisons, et donc des énergies que l'on porte en fonction des placements de nos planètes dans nos maisons. Et en tout cas, là, sur l'enseignement en axe, le bélier, il va vers la balance. Et donc la balance, c'est quoi? C'est la maison 7, c'est la maison de la maturité, au sens on devient adulte, au sens majeur dans notre société. Donc c'est l'énergie de 15-16 ans. On peut avoir un permis aux États-Unis, on peut même avoir une arme dans certains États aux États-Unis. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais c'est un indicateur de notre maturité, ou pas. Et on peut voilà, devenir majeur jusqu'en fonction des sociétés jusqu'à 21 ans. Et pour certains, c'est jusqu'à 25 ans. Donc, par exemple, l'acquisition de fonds bancaires, d'héritage, c'est souvent entre 21 et 25 ans. Et donc, on a vraiment, c'est un acte familial traditionnel, hein, c'est pas dans la loi. Enfin, et encore, je sais pas, mais pour moi, non. Mais c'est un acte voilà, de conscience de l'âge en fait, de majorité. Et 25, c'est vraiment, je dirais, la symbolique, par exemple, de Saint Paul, qui est fêté le 25 janvier, ou Jésus qui est fêté le 25 décembre. Et le 25, ça fait 7. Et c'est le tarot a terminé, en fait, avec le 25. Et donc, c'est vraiment la maturité. La maturité aboutie. Et en fait, le bélier, il va aller vers cette maturité aboutie pour rentrer dans l'âge adulte, ce que représente la balance. Et en fait, le bélier, c'est comment il rentre en relation avec les autres parce qu'il est porteur de son identité. Ce qui va le rendre, là encore, dans une énergie avec du feu, mais un feu qui va devenir maîtrisé. Et ça, c'est vraiment le feu, la manière dont il va amener le feu pour le temple collectif. Et une fois qu'il est dans cette maîtrise-là, effectivement, il peut mieux s'équilibrer, mieux être en relation et aller là où en fait tout bélier a besoin d'aller, c'est dans la paix de ses parts de soi. Ce qui est un bel enseignement, notamment par rapport à la mythologie qu'il gouverne et le dieu Mars, dont on nous dit que c'est le dieu de la guerre. Et en fait, si on regarde les archétypes des dieux de la guerre, eh bien, on vient faire la paix. Allez, on y va. Le bélier est gouverné par la planète Mars. Mars, c'est un sacré dieu. Il est considéré comme le dieu de la guerre. Il a été érigé par les Romains comme le dieu protecteur pour conquérir et agrandir l'Empire romain, mais à travers notamment ses compagnons de divinité, comme Thor, Odin
ou encore Hachiman, il nous apprend qu'en fait, la quête de Mars et la quête du guerrier, c'est de faire la paix. Et oui. En reprenant un petit peu la mythologie de Mars, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le dieu que je connais le mieux, on va dire que je regarde, moi, tout ce qui est guerre avec un peu tu sais, un mouvement de recul en disant c'est quoi ces agitateurs bah, qui prônent en fait une énergie bah, qui me paraît violente. D'ailleurs, un bélier mal aspecté peut être assez violent, peut être assez, voilà, assez combatif, mais au mauvais sens du terme. Mal choisir ses combats. Et en reprenant l'histoire de Mars, je me suis dit, alors attends, Mars, déjà, on en est où de par rapport à l'ensemble des dieux qui existent? Et Mars, c'est le fils de Zeus, c'est le fils de Jupiter. Version romaine, d'ailleurs, c'est plutôt le fils de Jupiter. Et Arès, fils de Zeus, fils de Junon. Donc Junon, c'est quand même le mariage. Mars, il commence quand même sa vie bah, dans une forme de combat. Les premières choses, enfin les premières histoires qu'on apprend sur Mars, c'est un rapport vraiment à la stratégie de guerre. Il est par exemple en coquinage, copain, ami avec Méduse, donc cette divinité, mais c'est aussi cette représentation féminine bah, des cheveux, mais des cheveux qui sont faits de serpents et qui pour moi symbolisent la connaissance énergétique. Alors bien sûr, le serpent dans l'ensemble des cosmogonies, c'est la connaissance que l'on peut acquérir et qui va venir de la transformation de la mue et qui va générer souvent des basculements dans l'ensemble des mythologies. Et là, il est donc en amitié avec ce personnage qui a une stratégie de guerre quand même assez magnifique, de pétrifier par son regard. Donc ça donne, je trouve, quelque chose d'assez intéressant sur toute la ruse que la stratégie de guerre peut nous enseigner. Je parlais de la ruse chez le bélier. Moi, pour moi, dès que je dis ce mot, ça me ramène à Nicolas Machiavel qui nous parle de la ruse comme une des grandes stratégies pour pouvoir bah, obtenir le pouvoir et finalement faire la guerre. Et c'est vrai que utiliser la ruse, le mensonge, l'apparence, le tourbillon, les effets de manche, j'aurais envie de dire, c'est une manière de gagner la guerre. Alors bien sûr, il combat, il va perdre, il va combattre pour ses enfants, il va perdre un de ses enfants, il va quand même connaître des déconvenus du fait de ces combats, Mars. Et quand il va arrêter la guerre, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va recouler avec Vénus. Donc Vénus, c'est qui? C'est Aphrodite. Aphrodite, Vénus, c'est qui? C'est la balance. Et c'est aussi le taureau. Et je trouve que sur le lien mythologique, ça nous permet aussi de dire vers quoi évolue le bélier. Il évolue vers la maison 2, qui est donc gouvernée par Vénus et par le taureau. Donc il va progresser dans sa manière de s'incarner et comprendre à la fois bah, le couple, la polarité, la bipolarité, l'équilibre, mais aussi le côté très incarné, bon vivant qu'un taureau peut avoir. Et il va évoluer vers la maison 7, qui est son axe d'évolution. Et donc la balance portée par Vénus. Donc, je vous invite à écouter, si vous voulez, les 2 podcasts qui parlent du taureau et de la balance, parce qu'ils sont déjà posés. Et j'explique que notamment la balance, en termes d'énergie vénusienne, elle est plus portée par le beau, la recherche de la paix, la recherche de cet équilibre, et que dans son lien au bélier, qui pour elle est un lien, on va dire, rétroactif, hein, si elle va de la maison 7 vers la maison bélier, elle va apprendre à se réindividuer et à remettre de l'équilibre dans ses instincts et dans son instinct primaire de vie. Et c'est ce qui va la rendre bah, féconde, fertile, avec l'ensemble des représentations, bah, notamment de Aphrodite, Vénus, au temps de la Renaissance, où on la voit dans ce coquillage. Et en fait, le bélier, en tant que Mars, pour moi, il va nous relier à ce besoin de paix, à ce besoin de beau, à ce besoin de tranquillité. Ce qui va relier notamment les récits autour de Mars, comme quoi bah, Mars, c'est un peu le dieu de la ruralité, le dieu des agriculteurs. Ce qu'on va retrouver chez un personnage, alors quand je me reconnectais moi à l'énergie de Mars et à cette présentation voilà, des énergies divines dans le bélier, je voyais vraiment un sage japonais qui est souvent là. Et j'avais pas forcément voilà, mis de nom moi, sur ce sage japonais parce que
pour moi, mettre des noms sur des divinités ou sur des énergies, c'est bien sûr les nommer, donc ça peut être intéressant pour aller justement chercher leur histoire, on va dire incarnée, ce que nous on en dit de ces énergies-là, mais c'est aussi les délimiter. Dès qu'on met un nom, on délimite, donc on inscrit une énergie. Et c'est important de pouvoir aussi garder l'aspect diffus de l'énergie pour lui laisser son potentiel. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, va chercher, est-ce qu'il y a un dieu de la guerre au Japon? Parce que ça se montre très fortement. Heureusement, il y a plein de divinités au Japon. Mais là, ce qu'on m'amène, c'est donc Hachiman, qui est une divinité japonaise, qui est connue pour avoir lui rayon, lui bandeau, lui banderole, lui lien. Hein, donc lui tissage, lui, voilà, 8, toujours du mal à dire à 8, qui va représenter le 8, c'est l'infini, l'abondance, mais aussi la conscience du cycle et la maîtrise du cycle. On a dépassé le 7. Alors oui, j'ai toute une formation sur la numérologie. Elle est en train d'être mise en ligne, donc voilà, elle se trouve sur le cercle de présence. Comme ça, vous pourrez comprendre ce que c'est vraiment l'énergie du 8. Mais c'est vrai que avec cette notion d'un guerrier roi de la guerre qui nous parle du 8, c'est en fait de comprendre que la guerre n'est qu'un cycle, n'est qu'un passage, et qu'elle n'est pas le passage véritable, elle n'est pas non plus la destination, bien sûr, elle est un apprentissage. Et en fait, ce roi de la guerre, il protège les guerriers. Pourquoi? Pour aller vers la paix et pour éviter justement la guerre. Une de mes phrases préférées au monde, j'en ai plusieurs, mais j'aime beaucoup celle-là, c'est pour avoir la paix, il faut savoir préparer la guerre. Et en fait, c'est dans une posture énergétique, dès qu'on se sent qu'il va y avoir un combat, c'est d'essayer de préparer un petit peu à la Machiavel l'ensemble des stratèges pour justement obtenir ce que l'on veut, qui est la paix. C'est vraiment important de comprendre que ben, le sentiment profond qu'on cherche tous en tant qu'être humain, un des sentiments profonds qu'on cherche tous en tant qu'être humain, c'est la paix. On a aussi la joie, on a la gratitude, on a la compassion et on a la foi. Donc c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est les fondamentaux qu'on vient chercher sur Terre en tant qu'âme, en tant que corps, en tant qu'esprit, en tant qu'être humain. Enfin, voilà, et en fait, le bélier, il va nous amener à ça, si tant est que l'on comprend que on protège les guerriers pour protéger la paix. Donc on ne va pas faire chercher la guerre. Et ça porte vraiment un message vraiment mythologique, légendaire, fort sur l'énergie du bélier. C'est-à-dire que tout ton combat, toute cette potentielle agressivité, mais aussi ce passion, ce courage, à quoi le mets-tu véritablement au service? Et si tu le mets au service de quelque chose qui est juste, qui n'est pas de l'entêtement, mais qui est au service voilà, d'un lien, d'une communauté, vraiment dans l'enseignement du bélier vers la balance, et bien là, tu vas rentrer dans l'archétype et l'énergie qui t'appelle et qui va amener cette passion. Donc là, c'est important de regarder comment se place l'énergie du bélier dans votre thème, et notamment sur l'axe de l'âme, l'axe de la mission, l'axe aussi de l'ombre, pour mieux comprendre ce qui va potentiellement limiter, mais aussi générer cette énergie créatrice d'énergie et créatrice de vie. Et l'autre, je trouve, Dieu qui nous parle de cet aspect guerre et qui va avoir pour moi une résonance sur l'enseignement des savoirs sacrés, c'est Thor. Alors Thor, il a tort, je dis toujours. Pardon. Donc Dieu nordique avec j'ai mon filleul, on a été voir Thor ensemble, mon Dieu, bon voilà, je ne dirai pas le mot, mais vous le voyez, parce que je ne suis pas capable de dire le mot quand je le dis alors que je l'ai noté, mais c'est pas grave. C'est un forgeron, voilà, Thor, c'est le fils d'Odin. Odin, il nous donne l'idée essentielle de l'inscription divine, du mystère inscrit de Dieu pour l'ensemble de la communauté et à travers l'usage mystique des runes. Et en fait, Thor, en tant que fils de Odin et, je dirais, porteur des runes, va participer à protéger les runes et va nous parler donc de l'inscription essentielle du feu, parce que pour moi, alors les runes, c'est pareil, c'est une sagesse qui est quand même phénoménale, impossible d'en parler dans une capsule qui est dédiée au bélier. Je vais juste résumer l'énergie que pour moi ça porte. Quand on voit la symbolique hermétique des runes, quand on voit l'usage sacré des runes et toutes les interprétations que l'on peut apporter avec les runes, on parle de l'inscription de la trace du feu à travers la forge, à travers l'écriture
cette notion d'écriture. Je dirais la suie, hein, cette trace par la poussière, par la trace du feu, on en revient, mais aussi qui du coup va nous relier à la symbolique de l'encre de Chine, l'estampe, toute cette manière d'écrire le signe, de porter le signe dans la mémoire. Et là, dans une mémoire, alors soit la pierre, le menhir, ou soit le bois, en fonction là encore de comment on perçoit cet usage des runes. Mais en tout cas, c'est vraiment de dire combien j'inscris mon feu et combien je porte mon feu divin dans quelque chose qui est maîtrisé et qui se transmet. Ce qui rend l'énergie du bélier, l'énergie béléesque, par rapport à ces trois divinités dont je vous partage quelques-uns des enseignements, c'est bien plus riche que ça, bien sûr. Ça va nous dire que on est là déjà pour apporter une certaine quiétude. Ce qu'ils ont en commun, Hachiman et Mars, c'est de protéger la ruralité, de protéger la terre, donc de protéger la durabilité de la terre, ce qui va lui permettre par exemple au bélier d'aller vers le taureau. Ce qu'ils ont en commun, Mars et Thor, pour moi, c'est de porter la durabilité de l'arme qui combat et qui va permettre d'aller vers le bien et de distinguer vers le mal. C'est pas manichéen, c'est comprendre ce que c'est la guerre juste, comprendre ce que c'est le combat juste et comment je porte ma passion vers quelque chose qui va être à la fois canalisé et qui va être à la fois déployé au service de la communauté. Et ça va donner aux attributs du bélier, de l'énergie béléesque, énormément de possibilités de création, de créativité, là encore au service de la communauté. Donc on y va, rituel maintenant, on va dire habituel, puisque cet ensemble de capsules est fait à l'occasion de l'éclipse solaire en Lion. Et donc c'est vraiment de comprendre ce que la rencontre entre le lion et le bélier nous apporte. Alors je vais juste, avant d'en parler, rappeler que Mars est le fils de Jupiter, et donc ça veut dire que le bélier est le fils du lion, ce qui par rapport à la roue astrale est intéressant, parce que le bélier arrive en premier, donc le fils arrive avant le père. Et il arrive avant le grand-père, et alors avant le père, le grand-père et l'arrière-grand-père, puisque le bélier, le fils, arrive avant le père, qui arrive avant le grand-père, donc Sagittaire, Jupiter, qui arrive avant l'arrière-grand-père Chronos et l'arrière-arrière-grand-père Uranus. Donc c'est pour ça que je dis toujours que la roue astrale, elle est dans le sens inverse de la Terre. Elle est dans le sens humain. Nous, on est entre guillemets en rétroaction. On part voilà de l'âge bébé pour aller comprendre nos arrière-grands-parents, nos mémoires, alors que la Terre, elle apporte, elle est la naissance, et donc elle envoie Uranus et Gaïa en premier. Enfin, elle est Gaïa d'ailleurs, hein, notre énergie est Gaïa. Et elle donne naissance, notamment dans certaines versions de la mythologie, à Uranus. Elle se marie avec lui et elle fait plein d'enfants, dont Saturne qui bouffe ses enfants, mais Zeus est sauvegardé. Bon, on reparlera de tout ça pour Saturne et pour Jupiter. C'est juste important de comprendre que le bélier, c'est la première énergie, c'est entre guillemets le petit fillot, et il va remonter la sagesse de ses ancêtres pour justement retrouver cette énergie de naissance, de création, avec lequel il est en quête, mais avec lequel il est aussi, si on est dans une énergie solaire de Liesque, en résonance de créativité, en feu divin. Allez, rituel habituel, c'est quoi? Un lion façon bélier, ou plutôt un bélier façon lion. Non, c'est un lion façon bélier, on commence par dans l'ordre. Alors un lion façon bélier, pour moi c'est important de parler de l'ascendant. C'est le seul signe vraiment où l'ascendant en lion va véritablement nous parler aussi d'une force de bélier très importante, et donc d'une énergie solaire qui est en résonance avec l'énergie du bélier. Tout simplement parce que le bélier est la maison 1, donc il va être entre guillemets le maître de l'ascendant. Alors c'est un maître de l'ascendant qui est dominant en termes d'énergie, mais qui est en très très forte quand même interaction avec l'énergie de la maison 12, l'énergie du poisson, qui est la fin du cycle humain, mais qui est le début du cycle de la Terre. Et donc c'est une manière aussi de comprendre cette énergie de conception, de naissance que porte le bélier. Je vais en parler dans les ombres de bélier. Et par rapport au lion, on va retrouver en fait un double message sur à la fois c'est quoi la création
qui permet au soleil de se réveiller avec l'énergie prométhéenne du bélier. Et pour le bélier, c'est quoi l'énergie solaire qui me permet de réveiller ma créativité et le lien avec mon enfant intérieur. Alors ensuite, si on reprend les analyses, on va dire classiques que j'ai faites pour tous les signes que j'ai déjà présentés, donc on reprend dans l'ordre le lion, soleil, Mercure, donc gémeaux, puis vierge, ensuite balance, taureau, cancer, et ça y est, on arrive à Mars avant de passer chez Jupiter. Enfin, c'est chez Sagittaire, du coup. Et ce qui est important, c'est de dire ce qui se passe dans la maison 5. Donc déjà, si vous avez effectivement la constellation du bélier en maison 5, vous êtes un lion façon bélier, ou un bélier façon lion. C'est marrant parce que pour moi, il y a vraiment un dialogue entre ces deux énergies-là, parce que c'est 1 et 5, c'est les deux principes masculins forts de ce premier cycle, premier hémisphère intérieur de connaissance du cycle astrologique. On n'oublie pas le Gémeaux, mais en fait, c'est vraiment, voilà, ils sont, on va dire, dominants dans la masculinité et la définition du masculin dans ce premier cycle, hémisphère, voilà, hémisphère sud, hémisphère intérieur du cycle astro. Et ce qui veut dire que quand on a un bélier façon lion, donc dans la maison 5, donc on a un soleil aussi en lion, et on va avoir notre soleil en maison 1, donc notre ascendant aussi en maison 1, par exemple, je reviens sur cette notion. Et si on a donc un bélier, notre constellation du bélier en maison 5, tout ça, ça va nous parler d'une énergie de création liée au feu divin et à la naissance de notre feu divin. Et donc de comment, en fait, on s'assure et on se garantit de protéger notre anima, de protéger notre âme et comment on est en lien fort avec l'accomplissement de notre âme. Si on n'a pas ces énergies qui sont portées en fait au niveau énergétique, dans nos indicateurs de niveau énergétique, eh bien on peut véritablement rentrer dans des désillusions, dans de la colère, de l'agressivité, mais surtout dans une perte de sens profonde qui va nous dépasser et qui peut avoir alors deux tendances. La première, c'est la fuite, et notamment la fuite par le voyage constant, par non pas une curiosité bien aspectée, mais c'est une curiosité qui nous empêche de nous regarder. Ce serait ça. Ou l'autre, dans une dépression constante, une insatisfaction constante et un manque de confiance vis-à-vis de notre incarnation et de notre chair dans sa capacité à nous guider. Et donc l'énergie du lion, là, elle va venir au service de ce bélier pour lui redonner un lien avec l'enfant intérieur et lui redonner justement cette pépite, cette pulsion de lien à sa mission, donc déjà à sa mission d'âme, sa mission de vie, et ensuite à la vibration de son âme. Donc c'est aussi intéressant de regarder ce qui se passe avec le Mars, donc la planète Mars, où est-ce qu'elle est placée, et bien sûr, si elle est en maison 5, ça va être intéressant de regarder ce qui se passe sur l'énergie lionesque façon bélier. Alors pour moi, le bélier, c'est vraiment une énergie assez directe dans la manière de lire les énergies. Donc si je vois juste l'énergie du bélier, donc son Mars, sa maison 1 et où est-ce qu'il se passe le bélier, j'ai déjà avoir des moments d'information sur le bélier. C'est un peu comme le taureau, dont je vous disais que c'était une énergie assez simple. Alors en tant que terrien, c'est assez simple. Et en fait, en tant qu'interprétation énergétique, comme on est sur une énergie de naissance avec le bélier, on n'a pas besoin de chercher 36 milliards d'indicateurs, contrairement aux autres, par exemple, énergies que j'ai pu expliquer. Parce qu'en fait, le bélier, la problématique fondamentale du bélier, c'est d'aller chercher, entre guillemets, le code de naissance. Vous savez, prenez l'exemple de la radio, c'est le morse, quoi. C'est les premiers signes de naissance, et c'est assez, c'est comme le 0 et le 1, c'est assez direct, assez unilatéral. Ce qui fait que, voilà, c'est simple. La difficulté, c'est qu'elle peut véritablement fuir, se cacher, combattre. Le bélier peut vraiment, surtout avec un lion, donc le soleil et Mars se mettent ensemble, donc le père et le fils se mettent ensemble, pour pas qu'on vous dévoile le secret du grand-père et de l'arrière-grand-père. Et donc là, ça va donner effectivement des quêtes assoiffées énergétiques qui, il y a pour moi que deux solutions. Et c'est assez dur à entendre, mais c'est important de l'entendre. C'est soit en fait, c'est écrit entre guillemets dans la chronologie, et c'est Chronos qui va dire au père et au fils en tant que père,
bah déjà Zeus, tu m'as trompé et enfin voilà, tout a été caché, ta mère t'a caché, donc bah, j'ai un peu de colère vis-à-vis de toi, donc je vais t'imposer un chronos, je vais te voilà, je vais t'apprendre la patience, je vais t'apprendre à baisser en colère, hein, tu te calmes, je vais te contrôler dans ta foudre, dans ton tonnerre. Et donc en gros, je mets une ligne de temps. Et tant que tu n'auras pas passé cette ligne de temps, tu n'auras pas l'info. Donc ça veut dire qu'en tant que bélier, ouais, en fait, il y a un certain moment où il faut que vous compreniez que votre soleil, votre énergie va se lever que en fonction bah, d'une donnée temporelle. Et ça, c'est voilà, c'est comme ça, c'est écrit dans les astres. Alors l'autre solution, qui est, on va dire, un peu plus dans le libre arbitre, et qui est un peu plus dans bah, la création bah, de Hélios. Je reviens sur tout ce que j'ai pu dire dans le podcast sur Hélios, qui est le beau-fils de Saturne, qui est en même temps le fils, en fraternité pour moi, avec Saturne au niveau énergétique, qui va nous parler du lien à Dieu. Hélio, Hélio, Eli, Eli, à Lama Sabachthani, j'arrive à le dire, va nous parler quand même du premier système bah, de notre système solaire, va nous parler de l'étoile qui domine notre système solaire. Donc ça veut dire qu'il a quand même si au niveau mythologique, c'est le fils, le petit-fils, le beau-fils, qu'il arrive après Uranus et Gaïa, qu'il arrive après Saturne, Chronos, qu'il arrive voilà, en même temps, on va dire que Chronos pour moi, eh bien, il a cette force de soleil et donc cette force de création. Et c'est là où l'énergie lionesque bélier vont aller bien ensemble, parce qu'en fait, ça va être d'aller chercher ce feu, donc de faire Prométhée, et d'aller voler, entre guillemets, l'information. Alors, il ne faut pas le présenter comme ça au niveau énergétique, parce que ça ne va pas plaire. Vous allez effectivement générer peut-être le karma. Je n'ai pas beaucoup parlé du bélier en lien le karma, parce que c'est pas un karma au sens strict du terme, c'est-à-dire que c'est pas le karma de Saturne, c'est pas le karma de la Lune, que j'ai évoqué avec le cancer, et le karma de Saturne, je l'évoquerai avec le Capricorne, c'est pas le karma des lois de l'univers, c'est un karma qui n'est pas non plus cellulaire, comme par exemple les mémoires du cancer ou les mémoires du Verseau. C'est un karma de feu, c'est un karma ancré. Et donc c'est un karma qui peut se nettoyer. C'est ça qui est intéressant avec l'énergie du bélier et lion ensemble, hein. C'est vraiment important que c'est une combinaison. Et donc on peut aller chercher cette énergie. C'est un peu comme si on se mettait à faire Hercule, qui demande son statut de Dieu, qui demande à faire 12 travaux pour montrer qu'il est apte à maîtriser ses instincts. Et donc, il y a une certaine labeur, il y a une certaine, voilà, je dirais aussi organisation. Et ce serait se montrer méritant de l'information. Parce qu'en fait, elle est notre passion de vie. Et ce qui veut dire que c'est tout ce qui va permettre d'animer ce soleil béliesque et lionesque qui va vous permettre d'accéder à cette information. Donc là, c'est intéressant d'écouter. Après les ombres du bélier, le rituel que je donne pour les savoirs sacrés et qui est donc un rituel de temple de feu. Allez, on y va pour les ombres du bélier. Le bélier, dans son ombre, il est entêté, il est pas content, en colère, il se fâche, il veut faire la guerre. Surtout, ce qui nous apprend le bélier, c'est la blessure d'incarnation et de pourquoi on refuse de venir sur Terre et pourquoi c'est dur d'être sur Terre. Et donc, une fois qu'il a dépassé cette ombre, il nous apprend l'inverse, la passion de vivre, la volonté de vivre et surtout l'enseignement de ce que l'on est venu vivre sur Terre. Alors, les défauts du bélier. Bon, rapidement, comme d'habitude, entêté, colérique, agressif, leader, mais qui oublie que pour faire une équipe, il faut être accompagné en fait. Il pense qu'en donnant des ordres, il va réussir à rallier les foules, quoi. C'est un peu le commanditeur, gouvernateur, dictateur, quoi, le bélier. Ce qui va le relier avec l'énergie du taureau. Et c'est dommage parce que le bélier peut vraiment avoir une très grande force charismatique, mais s'il oublie de rattacher les wagons, il va se retrouver un peu tout seul et isolé. Et ce qui va le rendre le bélier mal aspecté et va le mettre dans un univers de balance mal aspecté, donc il va être dans le déséquilibre. Ce qui va faire qu'il va y avoir forcément des déséquilibres, notamment dans son équipe, dans la manière de gérer les autres, parce que c'est une
des ombres que vient, on va dire, éclairer le bélier, c'est sa capacité à être en lien avec les autres et à être ce leader qui peut être un très beau leader, combattant, alors pas forcément visionnaire, mais visionnaire au sens concret, pragmatique, apporteur d'une énergie collective qui va emmener les autres. C'est seulement s'il l'a fait en étant persuadé d'avoir tout, d'avoir raison et d'être dans un ego assez primaire, assez instinctif, qu'il va être à son desservice. Et donc il risque d'être très désaimé, ce qui est très dur pour un bélier, parce qu'un bélier a vraiment besoin de comprendre et de ressentir l'amour primaire, instinctif, maternel en ça, ou fraternel. C'est vraiment important pour lui. S'il n'a pas ce quotient de sécurité émotif, il va être désincarné, décharné même. Il va perdre symboliquement ses membres et il va perdre le contact avec son corps. Et donc c'est vraiment un esprit de corps, comprendre c'est qui son cœur, c'est qui son corps, c'est qui sa direction, pour pouvoir faire esprit de cœur, esprit de corps, esprit de direction. Donc aller vers l'éclairage, la lumière de ces liens aux autres. Maintenant, en termes d'ombre énergétique, ce qui est vraiment pour moi le plus important à comprendre et à faire véhiculer, diffuser, c'est que le bélier, il nous parle de tout ce qui se passe avant la conception. Et sur un thème astral, il est avant, pour moi, la première maison. Et la première maison va juste inscrire, on en revient sur les runes, qui inscrit les traces de fuite d'un feu qui est déjà passé. Il va nous donner les indications, en fait, des potentielles blessures, traumas que portent, en fait, les énergies de conception. Et donc, les énergies de conception, personnellement, je me base sur Boris Cyrulnik et les travaux de Boris Cyrulnik et tout ce qu'a pu dire Boris Cyrulnik sur l'importance de la sécurité chez les enfants et de la construction ce dont a besoin un enfant pour se construire. C'est ce qui se passe, en fait, avant la conception. Et donc, c'est 2 fois un cycle de 9 mois, le cycle primaire féminin et le cycle primaire masculin. Donc, c'est 18 mois avant la conception. Donc, ce qui est intéressant sur la dynamique de conception dans un couple et la dynamique de rencontre dans un couple. Donc, c'est important de se dire, quand est-ce que mes parents se sont rencontrés et quand est-ce que j'ai été conçue par rapport à la date de rencontre de mes parents. Il n'y a pas de jugement, c'est juste une manière de comprendre où est-ce que ma naissance a été inscrite. Et c'est sûr que si j'arrive vite dans la vie, entre guillemets, de mes parents, c'est-à-dire que si je suis conçue au bout de 3 mois, 6 mois, en gros moins de 18 mois, ça va donner des indications sur mon rapport de sécurité au couple et de compréhension de la vie de couple. Et ça va avoir des impacts sur ma vie de couple après. Ce qui est aussi important au niveau énergétique, c'est comment se passe la grossesse. C'est très, très, très important de comprendre l'énergie de la grossesse pour un enfant, pour comprendre son énergie de bélier et son lien à la naissance. Et c'est important qu'un enfant sache, en fait, comment s'est passée la grossesse, surtout s'il y a eu des ombres sur la grossesse. Donc, alors au moment de la conception, donc là c'est l'horreur, bien sûr, c'est quand on parle des personnes qui naissent d'un viol. En général, ils le savent et il va y avoir une agressivité naturelle profonde, mais ça ne veut pas dire que, au contraire, si la mère l'accepte, s'il y a une forme de thérapie, ça peut faire des très très belles naissances. Mais c'est là, autant vous dire qu'il y a un courage fondamental dans l'énergie. Il y a tout ce qui peut se passer pendant la grossesse. S'il y a hospitalisation, perte de sang, perte d'un jumeau, alors ça va être plus ou moins conscient chez la mère. Mais ça va être intéressant, on peut le savoir. Pareil, je vous invite à écouter le podcast sur les Gémeaux parce qu'il y a aussi beaucoup d'imaginaire, de projection et d'invention, d'illusion là-dessus. Et il faut être très clair parce que si on reste dans l'illusion de cette énergie, on reste dans l'illusion de sa naissance, donc de son bélier, et on n'aspecte pas sa première maison. Donc, autant vous dire qu'on ne peut pas avancer tant que c'est pas fait. Le bélier, pour ça, il est très tchlac, quoi, et il est très dur. Et si vous vous inspectez pas bien votre première maison, il n'y a rien qui bouge, en fait. Il faut comprendre qu'il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est vraiment important de comprendre l'énergie de votre... Autant les autres maisons, vous pouvez un peu négocier, autant celle-ci, c'est pas négociable. Le bélier n'est pas un diplomate. La balance, c'est le diplomate. Lui, c'est pas un diplomate, il s'en fout. Donc, c'est assez... tac. Tu veux te faire la guerre, je te laisse faire la guerre. Et tant que tu n'as pas compris, tu n'auras pas la paix. Donc, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux parce que quand on a la paix, on a les bénédictions qui arrivent. Ce n'est que comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est important de vraiment comprendre combien le bélier est important sur ces énergies d'ombre.
Et donc qui va aussi nous apprendre énormément de choses sur les énergies que l'on va avoir à partir de la naissance. Donc bien sûr, comment se passe l'accouchement et comment se passe 9 mois plus 9, donc les 18 premiers mois. Et c'est vraiment statistique, mathématique, je peux vous le dire moi en tant qu'à la fois énergéticienne, chamane, donc personne qui amène, qui va faire des consultations, mais aussi en tant qu'astrologue, quand je vais lire un thème astral et de regarder les énergies du bélier et de ces informations de naissance et les croiser avec la vie de la personne, en fait, il y a forcément information. S'il n'y a pas information, dans ces cas-là, il faut aller regarder le miroir. Et donc, ce qui se passe entre 15 ans, 16 ans, 18 ans, jusqu'à 21 ans, 25 ans avec la balance. Et là, c'est pareil, normalement, il y a forcément information. Le bélier, c'est un niveau humain d'information qui va nous révéler l'aspect, voilà, inconscient, mais aussi peut-être programmé, écrit. On en revient sur cette image de la suie et du temple divin qui s'installe et qui s'incarne par le feu et sur lequel on veille. Il va nous donner ces infos. Et c'est important d'aller les chercher. Et si on ne les a pas, c'est important de comprendre qu'on n'est pas censé les avoir. On en revient sur 0 ou 1. Et 1, on a l'information. 0, vous n'êtes pas prêt à avoir 1. C'est aussi ça que le bélier nous enseigne. Donc par rapport à son impulsivité, son désir de combat, son désir de savoir, son désir de pouvoir, parce que c'est ça qu'il va avoir le bélier, on va aller dans la tension différente de dire non, apprends à attendre, apprends la patience, apprends à combattre de manière juste et effectivement à aller faire des combats qui vont aller au service de ces informations pour qu'elles viennent à toi, où tu attends effectivement the sound of not pas of freedom, hélas, the sound of imprisonment. Et à la fois Jupiter, à la fois Hélios, donc Lion. Donc c'est là où ensemble Mars et Lion, Mars et Hélios vont être très efficaces pour pouvoir aller développer cette créativité, cette information de création. Parce que sinon, on reste, entre guillemets, dépendant du temps. Et c'est sûr, c'est ce qu'on vient vivre sur Terre. Mais on peut aussi comprendre qu'on est Prométhée et qu'on peut donc créer quelque chose. Et c'est de dire comment je vais vers ma lumière en apprenant de mes ombres, traverser ma caverne, aller chercher le feu et rester en harmonie avec les dieux, en harmonie avec ma part, béléesque, intangible, invisible, ce qui est très très beau et très très fort. Allez, on y va. On va essayer de voir comment les savoirs sacrés peuvent nous aider à aller chercher ces informations et aller faire plaisir aux cornes. Alors, ceux qui ont l'habitude d'écouter ces podcasts, déjà je vous remercie. Je vous rappelle que c'est grâce aux Manouiti qui écoutent normalement cette partie du podcast. En tout cas, c'est ce que je leur ai donné comme mission. Vous savez que j'apporte en fait une transmission sacrée, donc j'apporte un éclairage sur une tradition sacrée venue du monde entier. Donc d'une part du monde. On a eu le Japon avec le kintsugi, on a eu les tatouages berbères pour la balance, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, le temps du rêve avec les aborigènes, bref. On a été dans plusieurs pays déjà, on a été au Pérou pour la Pachamama. On essaye vraiment d'amener des traditions sacrées. Et si je me permets cette vigilance et cette introduction en rappel de ce qui a été fait, c'est que le bélier est un coquin quand même, et que bien sûr, je vous ai expliqué qu'en fait, à chaque fois que j'amène une tradition sacrée, je me mets en position de méditation, de canalisation des énergies, et je demande où est-ce qu'on va. Ah oui, on a été voir la lune au Sri Lanka, c'est vrai, avec Vesak Poya. Et bien là, on va dans un endroit, c'est pour ça que je mets pas mal de pincettes. Pour moi, on va dans une institution énergétique. On va dans une institution énergétique qui me dépasse. Alors, elles me dépassent toutes, parce qu'elles sont toutes plus grandes que moi. Enfin, je veux dire, parler de la Pachamama, c'est quand même parler
d'un rituel très, très important, très sacré, voilà, des tatouages, amazigh, enfin tous, toutes et tous sont sacrés, le orero polynésien. Mais étonnamment, j'ai une certaine, voilà, précaution et sentiment d'imposteur en vous parlant de cette énergie du Bélier qui nous amène en Perse. C'est tout dire. La Perse, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans cet enseignement, c'est, pour moi la patrie de naissance, le berceau, de l'astrologie. C'est là où se passe, où naît véritablement, l'astrologie. En tout cas, dans ce que l'on en sait aujourd'hui dans notre mémoire humanitaire et de ce qu'on a, de la naissance, enfin depuis la naissance de la mémoire humaine. Et j'ai donc parlé de la civilisation, babylonienne, sumérienne, chaldéenne, avec, une certaine, curiosité et envie, j'aurais envie de dire. Mais là, on va en Perse, on va donc ce que j'ai vu, c'est le temple de Téhéran et tout de suite Zarathustra. Là, c'était très clair, les guides, ils me mettent à Téhéran, dans le temple. Alors, je sais pas forcément où je suis et là, j'entends Zarathustra. Zarathustra. Voilà, pour moi, tout est dit. Zarathustra, dans mon point de repère, c'est parler de ainsi parler Zarathustra. Revenons sur le mot parler. Hein. Et donc, c'est de parler d'un monsieur qui s'appelle Nietzsche. Voilà, hein. Tout est dit. Autant je veux bien me parler de Freud et me moquer un peu de Freud, et voilà, avoir une opinion sur Freud, mais Freud, j'estime que j'ai une relation avec lui, comme j'en ai une avec Carl Jung. Pareil, Kant, je l'ai beaucoup lu parce que pour ma thèse, j'ai parlé de l'impératif catégorique. C'est comme parler de Wittgenstein. Je ne suis pas légitime de parler de toutes ces personnes. C'est comme quand je parle de Platon, je sais que je ne suis pas légitime. Il y a des personnes qui ont écrit là-dessus, qui ont fait des thèses là-dessus. Voilà. Après, je le fais parce que je le fais avec une certaine velléité de compréhension. J'ai compris certains trucs sur eux et je le partage. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on a Nietzsche. J'avoue que je ne comprends pas Nietzsche, moi. Je ne suis pas du tout nietzschéenne. C'est pas, j'ai du mal à comprendre le sens de l'existence de cette philosophie, alors qu'elle est bien sûr très intéressante, elle est essentielle, nous parler du néant, nous parler de ce Nicolas d'ailleurs, j'arrête pas d'entendre Nicolas. Ça va nous relier avec Machiavel. Et pour moi, il y a quelque chose de triste chez Nietzsche. Et il y a quelque chose de déconstructeur quand on parle de Nietzsche. Et le bouquin, Ainsi parle Zarathustra, je ne l'ai pas lu. J'ai lu en partie, j'ai lu des citations, j'ai lu des fiches. Je l'ai fait en prépa, hein. J'en ai un vague souvenir, quoi. Donc je me dis oui. Et puis mon père m'a beaucoup parlé de Ainsi parlait Zarathustra. Je suis capable de parler de la grande métaphore pour moi de Ainsi parle Zarathustra, qui nous dit donc c'est l'étoile qui vient dans le chameau. Le chameau, c'est la souffrance, c'est le karma, c'est le fait de porter sa condition d'homme. C'est traverser le désert, c'est la quête initiatique, c'est Jésus dans le désert, c'est Mohamed dans le désert, c'est Polo dans le désert, quoi. C'est moi, ma vie, dans un désert d'incompréhension. Qui se dit mais qu'est-ce que je suis foutu venir vers sur Terre, apporter tous ces bons sens de bonsoir de karma, de mémoire de ma famille, apporter ma croix, quoi. C'est un petit peu ça, l'allégorie du chameau. Alors pour moi, le chameau, c'est Serendip, donc la sagesse des fils, la sagesse du père, mais c'est aussi la symbolique comme du chameau et de l'éléphant. Quand on regarde un animal sans avoir le sens de la vue, on peut avoir plein de manières de voir un animal. C'est toute cette sagesse, la sagesse du chameau. J'ai souvent dit que j'étais un chameau, moi, on est résilient, on ne parle pas, on est capable de porter notre eau, notre poste et d'aller dans des milieux les plus difficiles de notre planète. On viendra aller sur la chaleur en France, allez donc dans le désert et vous allez comprendre comment c'est initiatique de vivre dans le désert, de vivre cette aridité, cette marche, cette progression. Donc le chameau, il nous parle de ça. Et quand il a compris qu'il n'est pas forcément là pour porter ou qu'il peut s'extirper de sa condition de chameau, il devient lion. Donc, ce qui est hyper intéressant sur le bélier, le côté boss, porté, les 4 premiers cycles astro,
où on porte voilà, le premier feu divin, où on porte les maux du monde, où on porte à la fois l'entêtement du bélier, l'entêtement du taureau, la bipolarité du gémeaux et la nostalgie, mais aussi le karma du cancer. On arrive sur Lion, qui va être le porteur de son étoile, le porteur de sa savane, sa jungle, son monde, le roi des animaux, le lion, le félin, félin pour l'autre, le chat, les griffes, le tigre, toute cette capacité à rugir, à retrouver son soleil, à retrouver son étoile. L'enseignement du lion, donc c'est là où c'est très intéressant par rapport à l'association bélier-lion, c'est vraiment de nous dire je dépasse mon ego. Le lion, en termes d'enseignement, c'est je dépasse mon ego solaire, égocentrique, limité à ma condition d'homme et d'humain, pour retrouver mon ego enfant intérieur, âme et brillance créative qui va permettre de m'incarner dans ma part divine, mais en restant mon homme, en restant un être humain. Et donc c'est sûr que dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche, il nous explique, enfin de ce que moi j'en ai compris, de cette image du lion, que l'on vient dépasser notre ego, que l'on vient aussi chercher notre propre lumière et d'une certaine manière être dans notre libre arbitre, être dans l'expression de qui on est. Et ce serait effectivement la manière bien aspectée de l'énergie solaire. On vient exprimer une part de liberté, une part de créativité divine, tout en ayant compris notre place. Et là, c'est beau. Et effectivement, quand on est dans cette expérience, pour Nietzsche, on va aller vers la troisième image, donc, Ainsi parlait Zarathustra, premier livre, l'enfant. Et on va, c'est sûr que dès qu'on est reconnecté à notre lion, à notre maison 5, à cette pulsion enfant intérieur, ce chakra solaire, avec donc un chakra sécurité bien inspecté, bien vécu, eh ben, on va retrouver cette innocence de l'enfant. On va retrouver cette joie de vivre de l'enfant. On va retrouver cette vie, ce soleil d'être en vie et cette innocence d'être en vie, d'être dans cette naïveté, magnifique en fait. Et donc là, c'est là où il y a entre guillemets des illusions. Parce qu'en fait, pour Nietzsche, dans Zarathustra, Zoroastre, le prophète, qui est donc un prophète qui a vécu entre le 6e et 7e siècle avant Jésus-Christ, dont on nous raconte une histoire qui, je trouve, est assez... là, je l'ai relue, donc je vous parle en ayant relu récemment cette part de vie du prophète. Moi, ça m'a vraiment fait miroir sur deux prophètes, surtout. Il va avoir 30 ans, il est marié, il a des enfants, et il va vivre une conversion en rencontrant Ahura Mazda, donc le dieu. Donc ce qui est intéressant dans le zoroastrisme, la religion, je parle de religion, je vais dire ce mot-là, je le choisis, là encore il y a énormément de discussions et c'est là où je vous dis que je ne suis pas légitime parce qu'il y a des personnes qui font des thèses, qui sont enseignants du zoroastrisme et c'est vraiment très dense, très riche. Je vais vous laisser un lien que j'ai écouté, la femme qui parle, elle est passionnante, donc vous pourrez écouter aussi et vous faire votre propre opinion, mais moi c'est ce qui m'a permis de me relier justement au temple de Téhéran et de comprendre ma vision. Mais en tout cas, ce qui est fort, c'est que c'est un père de famille, un époux qui vit une conversion et qui va convertir sa femme et ses enfants. 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Qui fait la même chose au 6e, 7e siècle après Jésus-Christ? C'est Mohammed. Donc déjà, voilà, et c'est une région perse, c'est Iran. Et Iran, on en revient sur la différence entre Iran-Irak et la division entre sunnisme et chiisme, qui divise quand même la religion de l'islam. Et on ne parle même pas du soufisme, parce que la Perse, c'est aussi pour moi l'héritage de Shams et de Rumi, qui est le soufisme, la troisième branche de l'islam. Donc, il nous parle d'une division dans la manière de croire à une religion, notamment monothéiste. Et le zoroastrisme, on nous dit que c'est effectivement l'héritage d'une religion qui est en Perse, mais qui est aussi en Inde. Et c'est là où j'ai des limites. Mais je me dis, waouh, il y a quand même répétition de... Et on nous parle aussi d'un homme qui va vivre une conversion et qui va incarner le message de Dieu. Pour moi, on revient aussi sur Jésus-Christ. Et ce qui est fou dans l'histoire que l'on
nous enseigne, de ce que moi j'en ai compris, ce que le Zoroastrisme, donc le Vesta, attendez, je veux être sûre de ne pas vous dire de bêtises, là c'est le moment où je prends mes notes parce que c'est important, oui, Avesta, va être écrit au IIIe siècle. En tout cas, pareil, de ce que j'en ai compris, de ce qu'on... Donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est ce que j'en ai compris. Bon, au IIIe siècle, après Jésus-Christ. Quand même dingue. Elle est retranscrite, cette religion, donc déjà il se passe à peu près 1000 ans. Et au moment où on a eu la rédaction de plusieurs textes, parce qu'il y a les évangiles, donc 4 apôtres principaux, qui vont écrire sur la vie d'un homme qui a parlé. Et là, c'est pareil, on va mettre en place, en fait, par écrit, des poèmes, des textes, on va dire oratoires, mais aussi visionnaires, communautaires, avec des rituels, par écrit. Moi, de quoi ça me fait résonance, j'en ai parlé pour le Sri Lanka et l'enseignement du cancer, ça fait résonance avec les Védas et le Manusmriti, le Manusmriti, c'est-à-dire qu'on en revient sur comment les traditions sacrées sont enseignées. Il y a un enseignement oral pendant plusieurs siècles, et il y a un moment, il y a écriture pour pouvoir faire mémoire de cette religion. Et dans tous les cas, c'est quoi? C'est comme ce que je vous expliquais sur les runes. C'est canaliser et écrire par l'encre de la suie, l'encre du feu, l'encre de la poussière de feu, l'encre du phénix, un enseignement divin qui va porter une énergie limitée, une énergie d'encre, d'écriture, pour nous l'amener à nous, êtres humains, avec cette part énergétique ouverte, mais aussi cette part écrite, donc inscrite, donc choix de mots, choix de signes, choix de direction du feu. Et c'est beau de se dire que le bélier, avec le lion, dans la créativité, ils vont nous enseigner cette énergie de la direction de ton feu et le choix de ton feu. Et c'est là où je trouve que ça nous laisse une très très grande responsabilité. Le bélier est un signe très très responsable. Là, on a Saturne en bélier qui est là. On nous parle beaucoup de responsabilité, de prise de responsabilité, parce que je l'explique dans la capsule sur Saturne. Saturne, il n'est pas spécialement à l'aise dans l'énergie du bélier, parce qu'il y a trop d'impulsivité. Saturne, c'est impatient, c'est indurable, il est fidèle, voilà. Et il est face à ce combattant de feu un petit peu dilué, et il se dit, comment j'enseigne à cette espèce d'effervescence colérique? Et il va apprendre que le bélier, en fait, dans cette effervescence colérique, il y a de la passion. Et il y a la durabilité de la passion par la responsabilité, ce qu'un bélier va comprendre. Et en fait, il va nous prolonger l'enseignement de Prométhée. Il va nous dire, je suis capable d'instituer la préservation du feu divin que j'ai volé, mais alors là, pour le zoroastrisme, c'est que je choisis d'entretenir pour maintenir le lien à Dieu, et notamment le lien à Dieu pour ma communauté. Et donc, j'inscris un choix. Et c'est important parce que beaucoup, en ce moment, dans la spiritualité, on nous dit « ouais, il faut lâcher prise, ouais, il faut écouter le flow, ouais, il faut laisser venir, quoi ». Parce qu'en ce moment, on casse beaucoup déjà Saturne, donc c'est très déstabilisant et c'est, je pense, très mauvais de casser Saturne. On est beaucoup dans la nébuleuse, mais c'est normal, on vient d'avoir un Saturne en poisson. On est beaucoup dans la nébuleuse, l'amour inconditionnel, les concepts, et du coup on s'enferme beaucoup plus qu'autre chose dans des concepts qui sont très très dangereux, qui sont porteurs d'illusions, au lieu de prendre en compte l'importance de la décision. L'importance de je prends une décision et je vais vers cette décision. Et c'est ça le feu créatif du bélier en lion et du lion en bélier. C'est vraiment les deux. Là, c'est vraiment très très important pour ce signe que c'est en égalité des deux feux. C'est pour ça que c'est spécial à ce signe-là et à ce cycle-là. Parce qu'entre 1 et 5, on va vers le changement, on va vers la direction. Et le feu créatif donc du Zarathustra, du zoroastrisme, il nous apprend l'importance du feu dans le temple, de comment on met un feu dans le temple. Voilà, une grande introduction pour un rite spécifique. Et là, je vais le séparer pour le couper. Mais par contre, les Manusmriti, vous allez comprendre que je vais vous donner les deux.
parce que je différencie vraiment la signification, cette fois-ci. Elle est très importante, signification, mais probablement parce que pour moi, elle est... bah voilà, on parle du zoroastrisme, donc pour moi, on parle presque du premier monothéisme. Alors, il y a le culte du bélier, le culte de Mitra, qui va être en lien avec le zoroastrisme, mais c'est pas le même mot, le même H. Bon, bref, il y a toute une richesse symbolique qui est importante à placer, pour maintenant placer un choix de rituel. Et c'est important de dire parce que vous allez avoir la décision du choix du rituel. Allez, on y va dans les rituels. Les rituels issus, je vais l'appeler Zarathustra parce que c'est plus facile, je trouve, à dire pour moi que zoroastrisme. J'en parle d'ailleurs rapidement. Zoroastrisme, Zoroastre, pour moi, alors il y a toute une étymologie, c'est pareil, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a tellement... Je vous invite à aller chercher ce qui est écrit dessus parce que c'est très dense. Moi, je vais me contenter de ma lecture. Et Zoroastre, c'est la ruse des astres, c'est le renard des étoiles. Et donc, c'est comment un directeur, une direction, un porteur de feu nous apprend à être rusé, à être stratège avec les étoiles. Et les étoiles, elles vont être très contentes de nous voir dans cette stratégie. J'en reviens sur notre capacité à leur parler pour pouvoir affirmer notre identité. Et finalement, elles attendent que ça. Donc, c'est là où la ruse, elle est bienveillante et elle est nécessaire. Et elle est belle. Donc, le premier exercice, enfin, rituel que vous pouvez faire, je commence toujours par le plus simple. Le plus simple, c'est prendre une bougie. Donc, c'est tous les rituels que l'on a autour de la bougie, qu'on va retrouver par exemple en magie noire, pour voilà, éloigner autour de nous ce qui peut être ombre. C'est de prendre donc une bougie et de l'allumer dans un temple. Alors, pour moi, bien sûr, c'est de se dire, je prends une bougie, je vais à l'église et j'allume une bougie et je me consacre avec vraiment intention très forte, ça c'est important, à un saint que je choisis volontairement. Donc, dans une église, si vous ne connaissez pas bien les églises, il y a forcément la Vierge Marie. Donc, c'est par exemple d'aller allumer une bougie dans une église et l'amener à la Vierge Marie. Il y a plein d'autres saints. Vous pouvez aller dans une église, faire le tour de l'église et choisir un saint en disant « Ok, je choisis de prier ce saint ». Si on n'a pas envie d'aller dans une église, alors aller à la mosquée, ça va dépendre où. Si vous êtes au Maroc, vous n'avez pas le droit. C'est tchèque. On peut aller à la mosquée Hassan II. C'est une des seules mosquées où on a à peu près le droit d'aller au Maroc. Vous pouvez aller dans d'autres pays où on a le droit d'aller à la mosquée, comme en Turquie, au Liban, en Syrie. Bon, je sais, c'est pas super clope en ce moment d'aller au Liban ou en Syrie, mais on peut y aller, quoi. C'est d'aller peut-être dans un temple qui nous parle. Et les temples qui nous parlent souvent quand on est ouvert de cœur, c'est des temples, entre guillemets, païens. Donc, si vous êtes en Bretagne, près d'un menhir. Alors, j'ai envie de dire, le temple, pour moi, le plus parlant, c'est la nature. S'il vous plaît, ne mettez pas de lumière en ce moment dans la nature, vu l'état de nos arbres et de nos forêts, sauf si vous êtes effectivement à Tahiti, où il y a beaucoup d'eau. En France ou même au Maroc, vous allez être responsable d'un feu, donc non. Mais vous comprenez l'idée, c'est d'aller voilà, dans un temple de la nature. Alors c'est sûr, si vous allumez une forêt près d'un lac où c'est à peu près contrôlé, ok. Voilà, à Tahiti, où il pleut. Alors c'est la saison sèche en ce moment à Tahiti, mais moins de chances qu'un feu se déclenche. Alors bien sûr, à Tahiti, c'est d'aller prendre un feu et de l'allumer dans un maraï. Voilà, c'est vraiment de dire, j'amène un feu. Par contre, c'est important d'être dans l'intention. Intention. L'unité que je donne pour la communauté. Donc, premier rituel. Deuxième rituel, rituel énergétique. Donc ça, c'est un rituel qui est vraiment basé sur les 3 identités que l'on a, puisqu'on a 3 identités, le conscient, l'inconscient, le subconscient. On a 3 feux divins, le bélier, le lion, le sagittaire, et donc on va parler du sagittaire juste après. Et donc c'est l'association de ces 3 feux divins pour exprimer ma créativité. Même si on est en bélier-lion, le bélier-lion, il est déjà en train de parler au sagittaire. Mais on se distingue du sagittaire pour l'instant. Mais voilà, on va avoir conscience du sagittaire. C'est important de se distinguer du sagittaire pour l'instant, parce que justement, on parle du lien au lion, donc du lien au soleil, plus qu'au père. Parce que le sagittaire, c'est Jupiter, donc c'est le père. Bref, parenthèse fermée. Le bélier, c'est le chakra 1.
c'est chakra 0, c'est chakra sécurité. Donc c'est de nettoyer sa sexualité. Et j'avais parlé de sexualité pour la Vierge, eh bien on reparle de sexualité pour le Bélier. Parce qu'en fait, qui naît au monde naît avec un sexe. On choisit un sexe quand on est au monde. Un sextile aussi, c'est ça, ouais. Donc c'est une manière de réinvestir sa sexualité et son sexe de naissance. Donc d'être en lien. Et en fait, moi, c'est un rituel que je donne très souvent aux personnes qui me consultent quand il y a des difficultés, alors soit d'identité, quand il y a eu des abus, quand il y a des difficultés d'alchimie, pour plein de raisons. Pour les femmes, je vais dire, tu te nettoies à l'intérieur, donc ouais, à l'intérieur, ou sinon le ventre, avec de l'eau de coco. Donc un liquide riche, plein de symboliques et de légendes, qui va être transparent et liquide et nourrissant. Et pour les hommes, donc là c'est extérieur, c'est l'épée, c'est le sabre, c'est aussi celui qui plante la graine, c'est avec de l'aloe vera. Et là c'est toutes les légendes, notamment Mexique, j'en vois une mais j'oublie, bon c'est pas grave. Je sais pas pourquoi c'est asiatique, mais j'arrive pas à voir si c'est Japon ou Sri Lanka ou Indonésie, bon voilà. On retrouve les mêmes vertus que l'eau de coco, transparent, liquide, nourrissant, légendaire. Et c'est de nettoyer l'acte en fait de conception dans les deux cas. Voilà. Donc c'est je nettoie de manière physique. Le bélier, il est physique, il est dans la terre, quoi. Il est le feu terrien, voilà, c'est physique. Premier rite. Deuxième rite, troisième, quatrième, cinquième chakra, parce que tout ça c'est en lien, donc premier 2, 3, 4, 5. Le rite de l'anima, du cœur, de la reconnexion à l'amour que je suis capable de me porter. Donc c'est là où ça va faire travailler Bélier et Lion, puisqu'on revient sur le 5, mais on revient aussi sur l'énergie du cœur que porte le Lion, Richard Cœur-des-Lions. C'est un exercice que les Manoïtis connaissent, c'est de remettre du feu dans son cœur et de se connecter à cette énergie de cœur. Donc, je ne reviens pas dessus pour les Manoïtis. Troisième énergie, la couronne. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tous les 14 chakras qui existent à l'heure actuelle. Alors, le 15e et le 16e sont en train de naître là, depuis 2022, 2023, 2024, et puis la fin des majeurs. On est en train d'avoir un 16e chakra avec la fin des majeurs et donc le renouvellement des majeurs. On est en train de me dire qu'il y a déjà même le 17e chakra, ce qui est hyper logique. Ça veut dire qu'on va aller très vite dans la naissance des nouveaux chakras et je pense que d'ici 2 ans, on en aura 24. À mon avis, ça va être assez programmé, ça va être très vite à programmer parce qu'on veut aller dans l'accomplissement du tarot et le fameux 25 dont j'ai parlé. Donc du coup, on va aller travailler ces chakras par 2 exercices. Pareil, vous choisissez. Donc premier exercice, homme ou femme, là vous choisissez pas, même si vous vous sentez femme dans un corps d'homme ou homme dans un corps... Non, c'est le sexe qui dit, hein. C'est pas ce que vous en pensez, c'est pas votre préférence, c'est point, le sexe. Votre corps. Ça c'est très, très bélier. De cœur, l'amour, la création, l'anima, la tête. La tête, elle choisit. La tête, elle choisit. Elle choisit la paix, elle choisit la joie, elle choisit la charge mentale. Vous choisissez. Première manière, c'est je me connecte et je tatoue mon corps. Donc vous pouvez effectivement vous faire une couronne, un peu comme la couronne d'épines de Jésus-Christ. Alors j'ai plutôt envie de vous dire, faites quelque chose de sympa, hein. Évitez de vous faire mal. Donc de faire par exemple une jolie couronne de coquillage, une couronne de fleurs comme à Tahiti, de feuilles. Donc pour les Tahitiens du groupe, ça va être sympa. De la porter, voilà, une couronne de diamants. Voilà. Aller faire un vol à Buckingham Palace, prendre une tiare, bon conseil. Bon, une tiare, ça se trouve aussi en supermarché, à la Médina. Enfin, voilà, vous comprenez l'idée de faire une couronne très simple. Ça peut être aussi un lien, ça peut être très pur. Plein de manières de le faire. Vous le posez, vous méditez, pareil, intention de prière. Autre manière, c'est beaucoup plus Manoïti, on va dire, c'est d'aller. Alors, c'est important cet exercice, de le noter si vous choisissez là. Déjà, premier élément, je vous dis, si vous choisissez cet exercice-là, c'est merci. Parce que si vous choisissez de faire cet exercice-là, vous êtes à la hauteur du Manoïti.
voilà. L'autre aussi, hein. Mais pourquoi? Vous allez tout de suite faire un don à la communauté. Vous allez en fait vous téléporter dans le temple du feu de Téhéran. Se téléporter en ce moment en terre sainte, en terre mésopotamienne, en terre croissant fertile, que ce soit Afghanistan, Ukraine, Syrie, Liban, Israël, Palestine, Iran, Irak, comment vous dire? C'est faire un sacré acte de solidarité. Donc il y a vraiment une notion très importante si vous avez décidé d'aller vous connecter au temple de Téhéran et au temple de feu de Zarathustra. Déjà demandez l'autorisation, donc attendez bien d'être certain d'avoir l'autorisation d'y aller. Faire votre intention, vous connecter avec... alors c'est clair qu'il en attend certains d'entre vous, hein, le prêtre, les prêtres qui seront en charge de ce feu. Donc ça va vous parler tout de suite, je pense, ça va résonner au niveau du chakra de la gorge, ou du chakra, bien sûr, des chakras de tête. Hein. Mais une fois que vous avez parlé, vous avez reçu cet enseignement, c'est vraiment moi, là encore, avec mes précautions. Quand vous avez terminé, s'il vous plaît, nettoyez-vous. Alors peut-être un nettoyage par le feu. Vous voyez, ben, plus je me gratte en disant ça, donc peut-être d'utiliser de l'encens pour nettoyer votre corps, une bougie que vous en... Voilà. Nettoyage par l'eau. Vous savez, j'aime beaucoup, moi, le nettoyage par l'eau, donc de prendre une bonne douche, une douche un peu chaude, du coup. Et de demander à, voilà, à lâcher, parce que y a pas mal de choses qui peuvent se planter dans votre énergie en le faisant. Voilà, donc c'est important. Allez, troisième exercice. On va revenir sur qu'est-ce que c'est porter le feu sacré. Et en fait, porter le feu sacré, c'est avoir conscience de sa toxicité. Ce qui empêche en fait un bélier d'être dans son axe, c'est la toxicité qu'il a dans le corps. Donc on en revient sur le chameau. Et c'est de ne pas comprendre que son identité porte des choses, alors soit par ses pensées, mais ça c'est dire, parce que vous avez aspecté l'ensemble de vos roues, comprendre qu'il y a des choses dans le corps qui ne sont pas nettoyées. Et donc c'est un rituel de purification qui est la purification du 1, de l'énergie 1 du bélier. Et c'est de vraiment faire le nettoyage par le feu du corps. Donc pour les Manouti, vous savez qu'on a commencé par ce nettoyage, un nettoyage déjà dépensé par le silence. Et maintenant, c'est un nettoyage, on a aussi fait le nettoyage par le feu et le nettoyage par les éléments, par l'eau. Là, c'est vraiment de se dire, j'accepte de nettoyer les toxines. Et donc, c'est de prendre le temps de noter, faire un acte par la tête, par l'esprit, la couronne que l'on porte. Et donc là, ça va nous relier pour le coup à l'énergie du Sagittaire, à l'énergie de la spiritualité et du guide. Et c'est un exercice assez connu, hein, je vous conseille quand même de prendre de l'encre noire pour revenir sur cette notion de la suie qui est écrit, la trace du feu qui est écrit. Et c'est vraiment de noter sur une lettre tout ce qui vous alourdit en ce moment, tout ce qui pourrait être toxique en ce moment, et de le brûler. Voilà, de faire un acte de nettoyage par le feu. Et ensuite de demander à ce que ça vienne dans votre corps. Et pareil, ne pas hésiter à prendre, après avoir fait cet acte-là, une bougie et mettre autour de votre corps. J'aurais envie de dire de vous faire suer. Donc, si vous en avez la possibilité, par exemple, d'aller au sauna. Ça peut être pas mal pour ceux qui sont dans des contrées, on va dire, chaudes, après cet exercice, aller quelques minutes, alors pas très longtemps, parce que certains sont comme moi très blonds, très blonds, et puis même j'ai pas envie que vous preniez un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, hein, de vraiment prendre le temps de, voilà, 2-3 minutes, 5 minutes, en fonction de votre couleur de peau, votre acceptation du soleil, de sentir la suée, hein, qui va faire perler. Voilà. Autre manière de faire, vous allez faire une petite course, vous allez courir un peu, hein, ou vous allez faire quelques pompes ou un exercice de sport. Donc vous me faites une jolie séance de sport où vous allez suer après cet exercice-là. Et voilà, sortir tout ça, sortir cette eau, sortir ce feu et faire un acte, là encore, de don. Et ça, c'est donc vraiment pour vous en tant que bélier. Voilà à peu près pour les exercices. Vous voyez, c'est tout un programme. Alors bien sûr, je sens qu'il y en a qui vont me dire: «Mais est-ce que je peux tout faire?» Vous pouvez tout faire, bien sûr, si vous en avez le temps, si vous en avez l'inspiration.
j'ai envie de dire, tout ça prépare, surtout pour les Manuiti, les lunaisons de créativité, votre œuvre, entre guillemets, l'expression de votre plein potentiel. Vous avez encore 3 mois pour mettre en place tout ça, donc vous pouvez vous les noter et vous dire: «OK, moi ça me parle» et quand on passera sur, le programme, entre guillemets, «d'accompagnement» de votre, créativité au niveau personnel, de me dire: «Ben, moi Céline, j'ai envie de faire tous les exercices du bélier». Donc comment on les place dans vos énergies. Vous pouvez le ressentir aussi, hein. Tout le but, c'est que vous appreniez à ressentir des choses et que, entre guillemets, le maître, le guide qui est là, enfin donc moi, Bibi, oui, d'accord, merci. Je parle à mon propre bélier, bébé. Hem, Bah, accompagne, en fait, cette décision. Une grande partie, en fait, du rôle du guide, c'est d'accompagner une décision. En fait, c'est de vous donner, l'élément de confiance et de confirmation qui est déjà en vous. C'est pour ça que c'est génial d'être guide, mais faut pouvoir assumer de l'être. Allez, sur ce, on s'arrête là, on va sur les rituels, cette fois-ci de la vidéo. Allez, rituel d'amour, je vous aime, je vous aime, je vous aime et je vous remercie, d'être là, de m'écouter, de participer à cette belle aventure qui est Présence, qui est le cercle de présence.com, mais qui est aussi l'école des savoirs sacrés et d'être dans la guidance. Wally walou, je trouve que j'ai beaucoup parlé pour le bélier, sachant que j'ai vraiment cette impression-là, parce qu'effectivement, j'ai fait 2 fois 1 heure pour le bélier. Quelque chose est en train de naître. Sur ce, prenez